Cette émission vous est présentée par Harbour Volkswagen. Bienvenue dans votre émission Laval en 1001 cultures, une plongée au cœur de la diversité culturelle lavalloise. Aujourd'hui, nous allons recevoir Emmanuel Boulamatari du CIPAC, le comité d'initiative provisoire afro-québécois, et Judith Saint-Gilles de Signe Béton, qui fait des meubles en béton et qui a aussi un talent caché. Bonne émission. Bonjour Emmanuel. Bonjour Kadi. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Laval en 1001 cultures. Emmanuel, tu es le coordonnateur du CIPAC, le comité d'initiative provisoire des Afro-Québécois. Dis-nous un peu qu'est-ce que c'est que le CIPAC, puis il est né de quoi? Merci Kadi pour l'invitation à l'émission. Le CIPAC, c'est le comité d'initiative provisoire des Afro-Québécois qui est né de, je dirais, de l'exclusion. Des Afro-Québécois du comité conseil qui a été mis en place par le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion, qui devrait traiter de la question du racisme et de la discrimination systémique au Québec. Donc c'est suite à cette exclusion que des personnes se sont levées pour dire qu'il fallait, de manière très formelle, mettre en place un comité plus représentatif et inclusif. D'accord. Donc, c'est parti de là avec une lettre ouverte, une lettre collective qui a été signée par une cinquantaine de personnes, des professionnels et experts africains, qui réclamaient justement la présence des Afro-Québécois dans ce comité conseil. C'est de là qu'est parti le CIPAC, en fait. D'accord. Quand vous dites des Africains, est-ce qu'on parle de parties spécifiques de l'Afrique? Oui, quand on parle des Africains et des Afro-Québécois, nous parlons spécifiquement des Africains subsahariens, c'est-à-dire de l'Afrique noire. Noire, d'accord. Donc, l'Afrique, mais pas le Maghreb. Pourquoi cette différenciation? Cette différenciation est importante, non pas parce qu'on veut diviser l'Afrique, loin de là notre idée, c'est vraiment une distinction importante dans les statistiques que nous connaissons tous ici, pour la plupart des gens peut-être ne le savent pas, c'est que les Afro-Québécois, c'est la communauté qui est la plus discriminée en emploi, en fait, au niveau du Québec. Quand vous regardez les études qui ont été mises en place, qui ont été publiées en 2012, par exemple, par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, c'est bien spécifique que l'Afro-Québécois ou la personne qui a un nom à consonance africaine est discriminée 40 fois plus qu'un Maghrébin ou qu'un Latino-Américain. D'accord. Donc, en fait, c'est des réalités différentes. Tout à fait. Le Maghreb et l'Afrique noire, c'est deux réalités complètement différentes. Donc, les gens se questionnent aussi sur la pertinence d'avoir cette commission sur le racisme systémique. Et il y a des craintes de la population parce que les gens font rapidement le raccourci qui peut ne pas être juste, de dire que est-ce qu'on accuse les Québécois d'être racistes? Vous, quel est votre point de vue, puis quelle est l'approche du CIPAC? L'approche du CIPAC est assez conciliatrice. Nous comprenons justement que les craintes soient là et nous pensons que c'est une belle occasion pour pouvoir justement répondre à ces craintes-là. Parce qu'à notre niveau, nous pensons que la société québécoise n'est pas du tout raciste. Si on a plus de 50 000 immigrants à chaque année qui arrivent au Québec, c'est-à-dire que c'est une terre d'accueil. Nous le reconnaissons vraiment que c'est une terre d'accueil. Cependant, il y a des inégalités, de l'injustice systémique qui sont là. Donc, il faut y répondre. Malgré la bonne volonté des gouvernants en place, d'avoir mis en place notamment des lois et des mesures sur l'égalité en emploi, nous remarquons que c'est difficile d'avoir de l'emploi quand on est africain ou quand on est une minorité visible. Donc, c'est pour répondre à ces questions-là, le pourquoi. On veut questionner en fait le système. On ne questionne pas les personnes. On ne questionne pas une ethnie, on ne questionne pas une population, on questionne le système. Donc cette consultation ou cette commission viendra justement en fait répondre et poser les questions pour répondre par rapport au système qui est mis en place. Qui est mis en place, oui. Donc on parle de discrimination en emploi, on parle de reconnaissance des acquis, diplômes, il y a tous les problèmes des ordres professionnels donc, qui vont être adressés. J'ai vu que récemment vous avez rencontré la ministre de l'Immigration, Kathleen Vell. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre et par rapport à vos revendications? Nous avons été invités par la ministre Catherine Vell pour justement discuter sur
la possibilité d'intégrer le comité conseil. Et à l'issue de nos échanges, la ministre avec son cabinet a bien voulu accepter nos revendications en mettant en place un comité qu'on appellerait un comité conseil élargi avec un représentant de CIPAC, mais aussi un représentant, si je m'abuse, de la communauté latino-québécoise. Latino-américaine qui est au Québec. Ouais. Donc, vous, le CIPAC, officiellement intègre le comité conseil. Ouais. Donc, ça commence à partir de quand? Dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez à faire avec ce comité conseil-là. Le comité conseil commence à une dernière rencontre justement lundi le 15 et c'est une première étape où on devrait au niveau de ce comité conseil donner un avis, des conseils par rapport au ministre de midi. Il faut faire une distinction entre le comité conseil et la consultation. Le comité conseil n'est pas là pour préparer ou jouer le rôle de la consultation ou de la commission qui sera mise en place, mais c'est vraiment un organe de conseil direct au niveau du ministère. Donc le travail serait de développer toutes les thématiques autour de la consultation, c'est quoi les objectifs, c'est quoi la forme que ça doit prendre, et puis les orientations voilà. Et tout, voilà. Et le CIPAC est donc un comité d'initiative provisoire. Donc vous passez du provisoire au permanent, quand, sous quelle forme, puis quels sont les objectifs? C'est une très bonne question. Le comité d'initiative est provisoire et nous insistons sur le point que c'est provisoire parce que nous voulons d'abord fédérer, mobiliser toutes les forces vives en fait, des Afro-Québécois ici au Québec. Et nous allons aller vers le définitif en déant 6 mois parce que nous comptons mettre à profit toutes les compétences, toute l'expertise, toutes les expériences des organisations afro-québécoises qui existent déjà, parce que nous voulons faire la même chose, et ratisser assez large pour avoir toutes les composantes des afro-québécois et afro-québécoises qui sont représentées ici, afin que nous puissions organiser une assemblée générale représentative, inclusive, et qui soit véritablement une force, une voix qui porte haut les enjeux, les défis, mais aussi les perspectives de vivre ensemble que nous voulons voir réaliser au niveau du Québec. Donc ce sera un organisme qui va fédérer ce qui existe déjà. Donc vous ne venez pas en concurrence aux autres On ne vient pas en concurrence, loin de là. Nous voulons vraiment apporter un plus, une contribution. C'est pour ça que nous prenons le temps, justement, de pouvoir poser des questions, avoir le maximum d'input de tous les frères et sœurs qui travaillent déjà sur le terrain. Une dernière question, Emmanuel. Je sais que vous venez du Burundi. Voilà. Donc, vous êtes au Québec depuis... Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Donc, qu'est-ce que vous retenez de la société et de votre culture à vous, que vous aimeriez partager avec les gens qui nous regardent? Je suis au Québec depuis 10 ans. Je suis un panafricaniste. C'est vrai que j'ai des origines burundaises, mais j'ai des origines aussi congolaises. J'ai été au Sénégal, en Éthiopie. Donc, quand je viens ici, j'apporte toute ma culture africaine. Et ce que j'aime beaucoup partager, c'est vraiment tout ce qui est relatif à la cuisine africaine. Donc tout ce qui est frit, tout ce qui est bon, tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras, c'est bon à partager avec les amis ici au Québec. Donc la diversité dans les assiettes. Oui, tout à fait. Merci Emmanuel. Merci beaucoup, Kadi. Ce fut un plaisir de t'accueillir. aussi. À l'Intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée dont seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mets cuisinés, poissons frais et surgelés, fromages variés, fruits et légumes frais et goûteux. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquise. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs internationales. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'Intermarché Palumbo. Bienvenue dans votre rubrique Immigration. Je suis Marilyn Kernizan, consultante en immigration et directrice générale de MK Solutions Immigration, un cabinet spécialisé en immigration. Dans cette deuxième rubrique, nous allons parler des résidents temporaires. Chaque année, des milliers de gens choisissent le Canada pour visiter, travailler ou étudier. Ils font partie des résidents temporaires. L'objectif de la loi sur l'immigration est de faciliter l'entrée des visiteurs, travailleurs qui viennent au Canada dans le cadre d'activités commerciales, touristiques,
culturelle, éducative, scientifique ou autre. Les visiteurs, aussi appelés des touristes, sont des résidents temporaires qui ont obtenu un visa de l'immigration ou, s'ils sont dispensés de visa, ils doivent faire une autorisation de voyage électronique, ce qu'on appelle AVE. Le Canada accorde une grande importance à l'éducation. Il est une destination choisie par plusieurs qui pour effectuer des études. Pour venir étudier au Canada, certains critères s'appliquent. Il faut être accepté par une école désignée par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, comme un cégep, l'université. Démontrer que vous avez la capacité financière de payer vos études. Convaincre l'agent que vous retournerez dans votre pays d'origine. Si vous décidez de venir au Québec, vous devez demander un certificat d'acceptation du Québec. Grâce au programme québécois et fédéral, les étudiants étrangers peuvent devenir des résidents permanents. Si vous décidez d'étudier au Québec, 6 mois avant la fin de vos études, vous pouvez déposer une demande de certificat de sélection du Québec. C'est le programme de l'expérience québécoise diplômée du Québec. Au Québec, il existe aussi le programme de l'expérience québécoise travailleur. Ce programme permet aux travailleurs de déposer une demande de certificat de sélection du Québec s'ils ont travaillé pendant 1 an à temps plein dans des postes de gestion, supervision, administration dans les compétences 0AB de la classification nationale des professions. Si vous êtes dans une autre province, vous pouvez faire partie du programme catégorie de l'expérience canadienne. D'autres critères s'appliquent. En effet, il faut démontrer son expérience de travail qualifiée à temps plein ou à temps partiel dans les 3 années précédant sa demande de résidence et acquérir cette expérience dans les compétences 0AB. Aussi, il faut démontrer qu'on a le niveau linguistique requis pour déposer sa demande de résidence. Choisir un représentant pour vous accompagner dans vos démarches est un choix personnel. Pour toute question ou commentaire, ou autres informations, communiquez avec nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran ou visitez notre site web au www.mksolutionsimmigration.com. Merci d'avoir suivi votre chronique et à la prochaine. Cette entrevue vous est présentée par l'Intermarché Palumbo. Bonjour Judive. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Laval en 1001 Culture. Oui, Judive, tu es une jeune femme entrepreneur et j'ai découvert que tu faisais des meubles en béton. Exactement. Alors, explique-nous, c'est quoi des meubles en béton? Des meubles en béton, dans le fond, c'est quand on parle de meubles, on parle de comptoir, de cuisine, on parle aussi de vanité avec évier intégré, on parle de base de douche, donc tout ce qui peut ornementer la maison. D'accord. Mais je fais beaucoup de meubles où, une fois c'est intégré, dans le fond, le meuble fait partie de la maison. De la maison. C'est intéressant. Donc, je n'ai pas encore été dans les meubles, disons, tables, chaises, mais ça serait éventuellement quelque chose d'intéressant à faire. Alors, pourquoi le béton? Le béton, écoutez, c'est une matière tellement versatile et c'est très tendance et ça donne beaucoup de chaleur et c'est très naturel. C'est très naturel. En fait, quand vous dites armoire de cuisine, vanité, on parle de construction, là. Vous êtes dans la rénovation. Rénovation, mais ça peut aussi construction neuve. Donc, quelqu'un qui veut avoir un nouveau comptoir de cuisine, la personne a le choix, peut utiliser du granit, du quartz, du bois, du béton. Du béton. Je sais que tu aimes beaucoup le béton. Oui. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui vous accroche dans le béton? Le béton, c'est vraiment... les gens sont en mesure d'avoir un meuble que personne ne peut avoir. Parce que même si j'essaie de faire le même comptoir que quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas, parce que c'est artisanal. D'accord. Donc, c'est fait à la main de A à Z, c'est poli, donc c'est unique. C'est unique. Donc, vous avez des moules, en fait, qui sont uniques et tout. Exactement. Votre atelier est à Laval? Notre atelier, le bureau de vente est à Laval. Et aussi, le béton aussi, et on peut faire beaucoup de courbes. Et dont là vient les vanités avec évier intégré, ce qui était très intéressant. Donc, quand vous dites « nous », je comprends que tu n'es pas seule, tu ne travailles pas seule. Oui, avec mon papa. Avec ton père, voilà. Tu travailles avec ton
ton père. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec son père dans un projet pareil? C'est merveilleux. Okay. C'est merveilleux, mais en même temps, ça demande beaucoup de patience parce qu'il vient d'une autre génération. Ben oui. C'est l'intergénérationnel. Exactement. Mais on s'est toujours entendu et ce qui est bien avec lui, c'est qu'on se dit les vraies choses. Si on n'est pas d'accord, on le dit, mais de façon respectueuse, de les deux sens. Et on est ouvert d'esprit, fait qu'on apprend l'un de l'autre. Lui est très minutieux, vraiment de la génération, là, ne me presse pas, OK? Je fais mes choses comme il faut. Okay. Puis toi, c'est go, 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 moi, papa. Moi, c'est comme, let's go, il faut livrer. Il faut livrer à temps, puis on y va. Mais en même temps, la qualité est très importante pour moi, fait que dans le fond, c'est à moi à gérer, mais les attentes des clients, à s'assurer de leur donner quelque chose qui est livré à temps. À temps, OK. Et aussi d'une bonne qualité. Bonne qualité. Donc, quand vous dites que vous travaillez avec votre père, lui était l'artisan, je suppose, avant, d'accord. Et toi, comment tu en es venu au béton? Est-ce que c'est quelque chose que c'est dans tes études, une formation, quelque chose que tu as fait? Moi, personnellement, j'ai étudié en gestion. Alors, j'ai été directrice service à la clientèle de plusieurs succursales dans une banque. J'ai fait beaucoup de formations aussi et je fais ma maîtrise justement en formation. Donc, je suis le côté gestionnaire, mais j'avais fait aussi un cours en design. J'ai toujours aimé le design. Design, d'accord. Et mon père a toujours été, il a étudié en génie civil, il a travaillé le béton. Et moi, je me suis dit, papa, ton point fort, mon point fort, on le met ensemble. Alors, il y a beaucoup de gestion lorsqu'on a une compagnie. Surtout la formation aussi, parce que moi, mes personnes qui travaillent dans ma compagnie doivent être très créatives. Donc, je dois construire, m'assurer d'avoir un climat propice à la motivation, à la création. Donc, il y a tout ça aussi à aller chercher. Et j'aime le côté tellement design que je suis une amateur d'art. J'aime la sculpture, j'aime tout ça. J'ai eu l'occasion de voir ce que vous faites. Puis, c'est vrai que vous faites du très beau travail, puis très bien léché et tout. Merci. Vous avez aussi gagné récemment le coup de cœur étudiant de Ose Entrepreneur à Laval. Qu'est-ce que ça fait de gagner un prix comme ça? Ça donne de la confiance en soi, puis c'est vraiment bien d'être reconnu par ses pairs et par des gens qui ont beaucoup d'expérience dans l'industrie et dans l'entrepreneuriat. Et par sa ville, je trouve ça remarquable. D'accord. Donc, un prix remis par le maire de Laval. Exactement. Et Judith, c'est quoi la suite après ce prix que vous avez gagné, les objectifs, les plans pour le futur? Alors, dans le fond, moi, c'est vraiment de m'assurer que ma créativité soit maintenant mise sur... que ça soit plus concret, donc faire des échantillons avec tout ce que j'ai imaginé. Alors, utiliser du verre recyclé, utiliser d'autres matériaux comme l'inox, le bois, et vraiment essayer de nouvelles choses. D'accord. Quand, dans le secteur où vous êtes, qu'est-ce qui fait la différence d'après toi? Parce qu'il doit y en avoir, j'imagine, beaucoup dans le secteur de la construction qui font des meubles, pas en béton nécessairement, mais qu'est-ce qui fait la différence pour les clients? La personnalisation. Parce que le quartz et le granit, moi j'aime beaucoup le quartz, j'aime beaucoup le granit, j'aime beaucoup le bois, j'aime tous les matériaux. Alors ça dépend vraiment qu'est-ce que la personne veut faire ressentir dans la pièce. Exemple, chez moi, j'ai un décor très moderne, vraiment blanc-gris. Puis qu'on rentre, c'est comme, bon, OK. Mais là, avec le comptoir de béton, il y a une chaleur, il y a quelque chose, quand on rentre là, c'est différent, puis ça réchauffe la pièce. Mais c'est cette nature dans le béton qui vient donner ça, et le contraste avec le côté très moderne et très, très neutre. Très épuré comme concept finalement. Alors, c'est vraiment la personnalisation. Bon, ça doit être un travail très physique aussi. Oui, je me fais des muscles. Je travaille avec mon père aussi. Oui. Mais jeune femme, tu travailles avec ton père, c'est une force. Noire, jeune femme noire, entrepreneur qui a lâché des études et un travail stable. C'est quoi les défis? Les défis, moi, je pourrais te dire, c'est vraiment la main-d'œuvre, je trouve. Aller chercher des personnes qui ont la même passion que moi. Et aussi, c'est de prouver, dans le fond, aux autres
la qualité de ce que j'offre et la créativité de mes œuvres. Que les gens, ils vont souvent me dire, mais c'est normal, est-ce que tu as des photos? Est-ce qu'on peut voir ce que tu fais? Et ils vont se fier souvent à un autre client pour voir comment a été le service et tout. Mais normalement, quand ils commencent à parler avec moi, ils voient que je suis passionnée. Fait qu'ils se disent, au moins, on sait que ça va être beau. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'on peut voir tes créations sur ton site web et sur aussi ta page Facebook. Parlant de site web, en faisant des recherches, j'ai découvert quelque chose qui m'a surprise, Judith. Oui. J'ai appris que tu chantais. Oui, je suis une artiste. Donc, comment on fait pour passer de la chanson à du béton? C'est peut-être pourquoi le nom Signe. Signe. Oui, parce que je suis très poétique dans l'âme. Signe, la raison pourquoi signe, c'est parce qu'un cygne, lorsqu'il vient de naître, lorsqu'il est jeune, il n'est pas très beau. Le béton non plus. La matière première du béton, tu regardes ça. Mais à maturité, tu vois, le cygne se revêt d'un manteau blanc, majestueux, élégant. Alors moi, mon béton, une fois que c'est terminé, là, les gens, la réaction est toujours pareille. Ils regardent le meuble, ils sont là, mais voyons donc. Je savais que ça aurait été beau, mais là... La transformation. Puis la transformation de Judith de meuble en béton à la chanteuse. Ça se fait comment? Disons que je dirais que la passion que j'ai dans la chanson, c'est la même passion que j'ai aussi dans la création. Tout est la création. Dans le fond, moi, je me dis, la base de la création, c'est l'amour. C'est l'amour. Et j'aime ce que je fais. Puis même dans mes chansons, je transpose mes expériences, justement, que j'ai avec mon travail. Je le transpose aussi dans mes chansons, dans mes paroles. Tu chantes depuis quand? Depuis que je suis très petite. Mais chanterais-tu quelque chose, Judith? Un petit a cappella. Mais très, très court, là, parce que... pour les gens qui nous regardent, juste, on va découvrir Judith l'artiste, Judith l'artiste. Mais tu vois, il y a une chanson qui s'appelle L'amour, justement, l'amour qui est à la base de tout ce que je fais. Alors, je peux te chanter quelques lignes, si tu veux, de cette chanson. Alors, quand tu veux que je commence... Oui, tout de suite. Tout de suite? Allez. Oh, mon Dieu, aucune préparation. OK. L'amour est une force qui nous unit, n'ayons peur d'aucun mépris, cherchons à donner la vie. L'amour, bâtisseur de liens soudés, défenseur de liberté, père de paix et de bonté. Voilà. Bravo Judith, c'était très très beau, bravo. Merci. En tout cas, merci d'être venue. Puis je trouve que tu es une personne qu'on gagnerait à découvrir. Moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur quand je t'ai rencontrée, de voir que tu es dans deux domaines complètement qu'on peut penser différents, mais comme tu dis, la jonction, c'est l'art, c'est l'amour, c'est ce que tu fais. Merci d'avoir été là. Merci. Puis on invite les gens à aller sur ton site web puis à découvrir qu'est-ce que tu fais. Merci beaucoup. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisissez votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir. Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique financière. Je suis Samuel Tompoudi, courtier d'assurance et de placement, conseiller en sécurité financière, représentant autonome à SFL, partenaire de Desjardins Sécurité Financière. Pour cette deuxième rubrique, je vais vous parler de l'assurance vie. C'est quoi une assurance vie? Pourquoi en avoir une? Et quand est-ce une assurance vie? Donc, premièrement, une assurance vie vous accorde un paiement comptant, un paiement non imposable, le montant d'argent que vous aurez choisi et qui sera versé à vos bénéficiaires désignés, genre votre conjoint ou vos enfants, au moment de votre décès. Alors, pourquoi prendre une assurance vie?
L'assurance vie peut aider votre famille à maintenir un certain niveau de vie si vous mourrez subitement. L'indemnité d'assurance vie, qui est non imposable et qui sera versée à votre décès, peut servir par exemple pour remplacer la totalité ou une partie de votre revenu. Cette indemnité peut également servir à rembourser vos dettes ou continuer le remboursement d'un prêt hypothécaire, d'un prêt personnel ou des sortes de cartes de crédit. L'indemnité peut aider également à payer les frais de garde et les frais d'études actuels et à venir de vos enfants. L'indemnité également, cette indemnité peut servir à couvrir vos frais funéraires et les droits de succession. Par exemple, les frais d'homologation. Elle peut servir à payer l'impôt sur les gains que vos placements ou vos capitaux auront générés et qui peuvent être redevables à le Revenu Canada lors de votre décès. Servir à un don de bienfaisance pour ceux qui sont philanthropes. Par exemple, si vous désignez comme bénéficiaire ou bénéficiaire et propriétaire en même temps de votre police d'assurance un organisme de bienfaisance. Enfin, pour ceux qui ont une entreprise, qui sont propriétaires d'entreprise ou copropriétaires, elle peut servir à obtenir l'argent nécessaire pour racheter les quotes-parts de l'associé décédé. Alors, quand est-ce faut-il prendre une assurance vie? Il est recommandé de prendre une assurance vie pendant que vous êtes en bonne santé pour éviter que des problèmes de santé viennent restreindre, voire limiter votre couverture ou même la voir être refusée. En plus, vous savez que comme le coût de votre assurance dépend en partie de votre âge, plus vous attendez, il est presque certain que votre assurance vous coûtera plus cher. Alors donc, n'attendez pas. Voilà ce qui clôt aujourd'hui notre rubrique financière. Je vous remercie de m'accorder votre oreille attentive. Donc appelez-moi ou écrivez-moi et je me ferai le plaisir de vous répondre au meilleur de mes capacités et de mes connaissances. Je vous souhaite une très bonne journée et à très prochainement. Merci. Merci à nos invités d'avoir été là, puis merci à vous qui nous suivez à la maison. Pour des questions, suggestions et commentaires, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran et nous vous disons à la semaine prochaine pour une autre émission. Merci.